Bonsoir à toutes et à tous. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore jouer. J'en ai même fait une de mes spécialités de recherche. Alors oui, je vois déjà ce que vous allez dire. Je suis informaticien et j'aime les jeux, ça fait carrément cliché. Mais ce n'est pas les jeux vidéo qui m'intéressent, c'est plutôt la théorie des jeux. C'est-à-dire essayer d'étudier mathématiquement les stratégies de joueurs et de joueuses qui s'affrontent dans des situations très générales qui n'ont a priori rien à voir avec des jeux. Alors, on va illustrer ça ensemble ce soir. Vous allez imaginer que vous êtes dans votre voiture et qu'on est 100 automobilistes à vouloir aller tous du même point de départ au même point d'arrivée. Et pour simplifier, on va supposer qu'on a deux itinéraires possibles pour ça. Un itinéraire du bas qui commence par un segment d'autoroute qu'on traverse toujours en 100 minutes exactement. Et puis ensuite, on arrive sur le trajet en pointillé, là, qui est un goulot d'étranglement pour lequel la durée de trajet va dépendre du nombre de voyageurs qui passent en même temps sur ce petit goulot. Alors en particulier, s'il y a 20 voyageurs qui passent par là, ils vont mettre 20 minutes. S'il y a 40 voyageurs, ils mettront 40 minutes. Pour l'itinéraire du haut, c'est l'inverse. On commence par un goulot d'étranglement et puis ensuite on arrive sur l'autoroute qu'on traversera en 100 minutes. Alors la question qui se pose dans ce cas-là, c'est comment on fait, par exemple Bison Futé, pour pouvoir imaginer quelle va être la répartition du trafic dans notre réseau routier. On va faire comme si c'était un jeu. Les joueurs sont les automobilistes. Leur objectif, c'est d'essayer de gagner du temps. Et leur stratégie pour ce faire, ça va être d'essayer de trouver le chemin le plus court pour arriver à destination. Et pour s'aider, les automobilistes, ils ont tous dans leur voiture, je suis sûr que vous aussi, un GPS ou une application de guidage qui va leur permettre d'avoir l'information du trafic en temps réel. Alors, à partir de toutes ces informations, est-ce qu'on est capable de deviner quelle va être la répartition du trafic? Imaginons qu'il y ait 60 voitures qui passent par le chemin du haut et puis 40 qui passent par le chemin du bas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à cause des goulots d'étranglement, dont la durée varie en fonction du nombre de voyageurs, ceux du haut mettent un peu plus de temps que les voyageurs qui prennent le chemin du bas. Et ça, finalement, sur leur GPS, au moment de partir et d'aller commencer à faire leur trajet, ils voient cette différence de 20 minutes entre les deux trajets. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, égoïstement, dans ce genre de cas, je choisis plutôt le chemin le plus court, et donc celui du bas. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que le trafic va se rééquilibrer, il y a de plus en plus de voitures qui vont finalement changer d'avis et choisir d'aller prendre le chemin du bas. Jusqu'à ce qu'on obtienne deux chemins dont la durée de trajet sera exactement la même, 150 minutes. Okay. Et dans cette situation, notez que la situation devient stable. Aucun automobiliste n'a intérêt à changer à nouveau d'avis, parce que de toute façon, il ne gagnera pas plus de temps en allant prendre l'autre chemin. Alors, ce genre de situation dans lequel on a deux itinéraires qui utilisent la même durée pour arriver à destination, ça arrive très souvent. Je suis sûr que vous avez déjà remarqué en utilisant Google Maps là, ou n'importe quelle autre application, vous avez remarqué que vous avez deux chemins pour arriver à destination qui ont pratiquement la même durée. C'est que naturellement, au gré du trafic, un équilibre entre plusieurs stratégies s'est formé dans le jeu du réseau routier. Alors, compliquons un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on rajoute une bretelle infiniment rapide qui vous permet de relier les deux goulots d'étranglement? Alors, vous pourrez essayer à la maison, on peut reprendre la simulation précédente et vous allez vous apercevoir qu'il se passe une situation très étrange dans laquelle, au final, tous les automobilistes se déportent petit à petit sur le chemin en zigzag, l'unique chemin qui prend les deux goulots d'étranglement et la bretelle. Et alors ça, c'est pas bon du tout. On est d'accord, puisque là, dans ce cas-là, tout le monde passe par les petits goulots d'étranglement. Et donc, au final, ils vont mettre 200 minutes pour arriver à destination, tous les voyageurs, là où, sans la bretelle, infiniment rapide, ils mettaient que 150 minutes. Ça paraît un peu paradoxal, mais je vous assure, vous pourrez essayer. Et ça porte d'ailleurs le nom de paradoxe de Brass en théorie des jeux. Et ce genre de situation, c'est inévitable. La règle du jeu est ainsi faite que, obligatoirement, la seule stabilité dans ce réseau routier, c'est la situation que je viens de vous présenter. Et en fait, ce genre de paradoxe, ça arrive dans des métropoles mondiales. Par exemple, dans les années 90 à New York, ils se sont aperçus qu'en fermant la 42e rue, le réseau était moins congestionné que quand ils ont pu ensuite la rouvrir. Et donc, ouvrir la 42e rue, ça a recongestionné la situation dans New York. Exactement comme nous, notre bretelle, en fait, a empiré la situation. Bon, alors au-delà de ce petit exemple, finalement, la théorie des jeux, c'est donc l'analyse des stratégies de joueurs
qui s'affrontent pour gagner dans des situations très générales. Et un des concepts clés qu'on vient d'étudier ensemble dans le réseau routier, c'est la notion d'équilibre, c'est-à-dire un ensemble de stratégies qui sont appliquées par nos joueurs qui sont stables, c'est-à-dire telles qu'aucun joueur n'ait unilatéralement la possibilité de gagner plus en déviant de sa stratégie. Alors c'est John Nash, un mathématicien et économiste américain du XXe siècle, qui a théorisé ce concept, et d'ailleurs aujourd'hui il porte son nom, on parle d'équilibre de Nash. Alors étudier les équilibres de Nash, finalement ça nous permet de comprendre la dynamique dans des jeux, et donc d'essayer de deviner le statu quo qu'on finira nécessairement par obtenir à la fin, une fois que les joueurs auront stabilisé leur stratégie. Et un exemple très connu qui démontre cette notion d'équilibre de Nash, c'est celui du dilemme du prisonnier. Et alors là, vous me voyez venir, c'est là qu'entrent en scène nos deux joueurs du jour, Bonnie et Clyde, qui viennent de faire un casse, mais malheureusement, ils ont été arrêtés par la police. Et ils sont placés dans deux pièces séparées, sans possibilité de communiquer, pour leur interrogatoire. Et là, la police leur propose un marché. Soit ils peuvent nier les faits, soit ils peuvent décider de trahir leur partenaire, et comme ça, ils écoperont un petit peu moins d'années de prison. Alors on va résumer l'ensemble des situations possibles de notre jeu avec nos deux joueurs dans un tableau dans lequel les lignes représentent les stratégies possibles de Bonnie, soit trahir Clyde, soit lui rester fidèle, et les colonnes représentent les choix possibles de Clyde. Dans chaque case, maintenant, vous pouvez lire quel est le nombre d'années de prison que chacun des deux joueurs va faire suivant les 4 situations possibles. Alors qu'est-ce que nos joueurs ils ont intérêt à faire dans ce cas-là ? Notre duo d'amoureux, si jamais il veut passer le moins d'années possible en prison globalement, évidemment, ils ont plutôt intérêt à être fidèles envers l'autre. Comme ça, au total, ils ne passeront que 4 années derrière les barreaux, plutôt que 9 ou 10 ans dans les 2 autres cas. Mais on va mettre un petit peu l'amour de côté pour ce soir, là, entre Bonnie et Clyde, et on va supposer que c'est des joueurs égoïstes. Alors dans ce cas-là, si on se met dans la peau de Bonnie, et qu'elle se rend compte que Clyde lui est fidèle, alors elle s'aperçoit qu'il vaudrait mieux le trahir. Parce que si elle choisit cette stratégie de trahison, alors elle va gagner 2 années de liberté. Mais finalement, ce même raisonnement, Clyde, dans sa cellule, peut le faire. S'il trahissait Bonnie, il gagnerait 2 années de liberté. Et donc, puisque les deux joueurs font ce raisonnement chacun dans leur cellule, finalement, les deux vont opter pour la stratégie de trahison face à la police. Et là, on arrive dans une situation stable, dans un équilibre de Nash. C'est-à-dire qu'aucun des deux joueurs n'a unilatéralement l'intérêt de dévier de sa stratégie, parce que sinon, regardez ce qui va se passer, il va écoper de 4 années supplémentaires de prison. Alors c'est comme dans le jeu routier, finalement on a le même genre de paradoxe. S'ils se faisaient confiance, ils écoperaient chacun de 2 années de prison. Mais parce qu'ils sont égoïstes et qu'ils ont peur de la décision de l'autre, finalement, il n'y a pas le choix, la règle du jeu les force à trahir leur partenaire et à écoper de 5 années de prison chacun. Alors, et l'informatique dans tout ça, vous allez me dire, là, parce que pour l'instant, on en est assez loin. Alors, le premier endroit où l'informatique, ça peut être utile, c'est comme un outil pour simuler des jeux qui sont plus gros que ceux qu'on a vus ensemble. Et ça peut être très utile, par exemple, en économie ou en biologie. Mais un autre endroit que vous connaissez bien, j'imagine, où la théorie des jeux, elle rentre en lien avec l'informatique, c'est pour programmer des joueurs artificiels qui vont vous permettre ensuite, vous, de vous amuser seul face à votre ordinateur, que ce soit aux échecs, à Othello ou au Morpion. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment un équilibre de Nash qu'on cherche, c'est plutôt une stratégie qui va permettre d'assurer à l'ordinateur de gagner, quelle que soit la façon dont ensuite réagit le joueur humain face à lui. Mais comment on fait pour programmer un joueur artificiel ? Alors, on va prendre un exemple très simple, qui est l'exemple du Morpion. Et on va supposer que l'ordinateur joue en premier et joue les ronds verts. Alors, je vais résumer l'ensemble des possibilités de mon jeu dans un petit diagramme dans lequel je vais représenter tous les coups possibles. Donc, au début, c'est à l'ordinateur de jouer et il doit choisir une des 9 positions possibles pour placer son rond. Et à symétrie près, il n'y en a que 3 qui sont vraiment différentes. Puis ensuite, c'est à la joueuse humaine de jouer et de choisir où placer sa croix. Puis à nouveau, c'est à l'ordinateur de jouer. Et on continue comme ça. On continue jusqu'à ce qu'un des deux joueurs gagne ou alors qu'on ait obtenu un match nul. Alors disons que ce qu'on veut, c'est de programmer notre joueur artificiel de telle sorte qu'il assure que la joueuse humaine ne gagne jamais. Donc on va étiqueter en rouge les situations dans lesquelles la joueuse humaine gagne.
Et puis on va étiqueter en vert les situations dans lesquelles elle ne gagne pas, et donc c'est soit l'ordinateur qui gagne, soit on a obtenu un match nul. Et ce qu'on va faire, c'est avant même que la partie ne commence, on va analyser notre diagramme en partant de la droite, c'est-à-dire de la fin du jeu, et en remontant vers le début du jeu, vers la gauche du diagramme. Bon, pourquoi on fait ça? Imaginez que l'ordinateur doit jouer, et que maintenant il a une façon de jouer qui lui permet d'arriver à la victoire, de faire une ligne. Alors en fait, on peut tout de suite déclarer, colorier en vert finalement notre configuration, et déclarer que si on arrive dans cette configuration-là, ce sera l'ordinateur qui pourra finir par gagner. Et finalement, on n'a pas besoin de gagner tout de suite en un coup. Si on a déjà étiqueté en vert ou en rouge des situations à l'intérieur de notre diagramme, et que finalement c'est à l'ordinateur de jouer, et qu'il a une façon au moins de jouer qui lui permet de gagner dans le futur, alors je marque la situation en vert, voulant dire que l'ordinateur va finir par gagner. Et puis s'il a le choix entre deux possibilités, c'est encore mieux. Et cette même situation, on va faire exactement la même chose pour la joueuse humaine. Alors elle n'est pas encore là, puisqu'on n'a pas commencé à faire la partie, mais on peut quand même supposer qu'elle va jouer très très bien à la fin. Et donc, si jamais elle a un certain nombre de choix possibles et qu'elle en a au moins un qui lui permet d'arriver à la victoire à la fin, alors on déclare la situation gagnante pour elle. Si par contre c'est à elle de jouer, et que quoi qu'elle fasse, elle finira par arriver dans une situation où c'est l'ordinateur qui gagne, alors on déclare l'ordinateur gagnant. Et on continue comme ça, de marquer en vert et en rouge des configurations, jusqu'à ce qu'on marque là le début du jeu, en l'occurrence dans une situation verte, c'est l'ordinateur qui peut gagner, en suivant une bonne stratégie, les flèches qui sont mises en gras. Et finalement, cette stratégie-là, faites-moi confiance, c'est vraiment pas loin d'être un programme qu'on peut écrire dans n'importe quel langage de programmation, et ce sera le code de notre joueur artificiel. Bon, mais finalement, outre nous permettre de jouer très bien au morpion, ce qui est quand même pas passionnant, ça peut nous servir à faire plein d'autres choses, d'utiliser ce genre d'algorithme de théorie des jeux. Par exemple, ça peut nous permettre d'écrire des programmes dans des situations où ils sont difficiles à écrire et où il est crucial qu'ils soient sans bug. Si on pense par exemple au programme du décollage d'une fusée, de freinage d'un véhicule autonome, ou alors du programme qui gère le paiement avec votre carte bancaire, c'est des endroits où s'il y a des bugs, ça va être très problématique, soit en termes économiques, soit en termes de dommages humains. Et donc ce qu'on aimerait, c'est utiliser le même algorithme que pour le morpion, mais appliqué à ce phénomène-là. Et effectivement, on peut faire exactement la même chose. On va supposer qu'on a une description de notre problème sous la forme d'un diagramme dans lequel on a deux joueurs, l'ordinateur, comme le joueur artificiel au morpion, qui représente le programme qu'on veut écrire, et puis nos hackers, Bonnie et Clyde, dont l'objectif, c'est d'essayer de trouver un bug dans le programme. Alors s'ils y arrivent, ils sont contents, et s'ils n'y arrivent pas, l'ordinateur est content. Et alors exactement comme au morpion, on a étiqueté en vert et en rouge chacune des configurations jusqu'à ce qu'on arrive au début de notre diagramme, finalement on peut faire exactement la même chose dans notre petit jeu des programmes à écrire. Et en l'occurrence ici, on se rend compte que l'ordinateur va avoir une stratégie gagnante qui va se transformer in fine en un programme sans bug qui garantira que les hackers ne vont pas gagner. Alors, ça marche déjà en pratique ce genre de choses, mais il y a encore du travail pour que ça marche sur de plus gros exemples. Mais bon, que les informaticiennes et les informaticiens qui sont dans la salle ne s'inquiètent pas trop, on n'est pas prêt de pouvoir les remplacer demain, parce que dans cette histoire, il faudra quand même toujours des êtres humains, au moins pour écrire la règle du jeu. Je vous remercie.